Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble les arnaques ou tentatives d'arnaques auxquelles sont confrontés les micro-entrepreneurs. Il se trouve que, sur le groupe Facebook, je vois passer pas mal de courriers, et puis j'ai beaucoup de questions également sur le sujet, où les porteurs de projets qui sont sur le groupe me demandent notamment, mon avis sur telle ou telle lettre ou tel email qu'ils ont reçu de prétendus organismes qui sont en fait, soit des entreprises commerciales ou carrément des escrocs qui cherchent tout simplement à les soulager de plusieurs milliers d'euros à chaque fois. J'ai donc décidé, de faire une vidéo sur le sujet pour, vous aider à y voir plus clair. Il se trouve que, vous le savez aussi bien que moi, le nombre de créations de micro-entreprises ne cesse d'augmenter. Le régime micro-entreprise connaît en fait un beau succès. Et puis naturellement, comme tout succès, cela attire les convoitises. Donc vous avez des sociétés commerciales aux méthodes marketing qui sont agressives. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parfois même à la limite de la légalité. Et puis pour certaines totalement illégales. Qui crée un véritable champ de mine pour les micro-entrepreneurs. Il arrive souvent que les micro-entrepreneurs reçoivent des courriers, des appels téléphoniques ou même des emails frauduleux dans le but tout simplement de leur extorquer de l'argent. Donc il convient naturellement d'être vigilant si vous souhaitez devenir micro-entrepreneur et notamment lorsque vous allez passer à l'action et puis franchir le cap où là vous allez véritablement vous inscrire comme micro-entrepreneur, vous allez vous immatriculer et suite à votre immatriculation, c'est là que la plupart du temps, ces sociétés commerciales agressives, aux méthodes agressives ou carrément ces escrocs vont rentrer en contact avec vous, vont chercher à vous impressionner tout simplement pour vous faire payer des choses que vous n'avez pas à payer. Et toutes les semaines, j'ai des questions sur le groupe Facebook de personnes qui reçoivent des courriers de prétendus organismes avec des lettres en tête qui vraiment sont très bien faites et qui donnent l'impression de recevoir, de venir des impôts ou de l'URSSAF ou de d'autres organismes officiels, alors que c'est pas le cas. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous donner l'adresse du groupe qui est situé donc dans la description de cette capsule, mais également en haut à droite de cette vidéo. C'est un groupe Facebook dédié aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises. Vous posez vos questions, vous obtenez des réponses de ma part, mais également des membres, et tout le monde participe à la vie de cette communauté d'entrepreneurs. Le but étant de poser des questions, mais également naturellement de partager ses expériences pour pouvoir avancer à la fois sur ses projets, mais également dans le développement de son entreprise. On traite de beaucoup de sujets, y compris du web marketing, des stratégies web marketing et tout ce qui va avec pour pouvoir développer son chiffre d'affaires. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Alors justement, sur le groupe, souvent, ce que je dis aux membres, c'est qu'il faut savoir reconnaître les indices qui laissent entrevoir une arnaque. Et ça, c'est essentiel pour éviter de tomber dans les pièges qui sont forcément naturellement coûteux concernant des pratiques peu scrupuleuses de toutes ces sociétés ou autres escrocs en herbe. Alors le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'informer, de vous informer, mais également naturellement de faire de la pédagogie et surtout pas de juger. Ça c'est pas de mon ressort, il y a des magistrats pour cela. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner la bonne méthode à avoir pour savoir reconnaître les arnaques, savoir reconnaître les courriers qui sont trompeurs et puis aussi carrément les escroqueries lorsque vous avez des lettres qui apparaissent comme étant des lettres officielles alors qu'elles ne le sont pas. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs parties. La première partie, on va lister ensemble toutes les arnaques et puis les courriers trompeurs les plus courants que vous êtes susceptibles de recevoir. Dans un deuxième temps, on va voir ensemble comment éviter les arnaques micro-entreprises. Et puis dans un troisième temps, on va voir les recours qui sont à votre disposition tout simplement en cas d'arnaque si jamais malheureusement vous vous faites avoir. Et puis enfin, on verra ensemble les toutes dernières arnaques micro-entrepreneurs connues en 2020. Vous allez voir que ça commence très très fort en ce début d'année. Et donc, en toute logique, après cette vidéo, vous serez capable de reconnaître les tentatives d'arnaque et en tout cas, vous serez capable tout de suite de détecter s'il y a anguille sous roche
pour éviter tout simplement de vous faire avoir. Et puis je vais mettre également à disposition au sein d'un module dédié sur le groupe Facebook, donc un livre, un e-book dédié aux arnaques micro-entreprises, de façon de vous offrir un support de travail qui vous permet, que vous aurez sous la main, qui vous permettra tout simplement d'éviter de vous faire avoir. Donc là encore, dès que ce livre sera publié, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, et puis sinon si vous vous inscrivez au groupe, vous serez informé automatiquement de la publication de ce livre, au sein d'un module du groupe. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et on va commencer par faire un rappel préalable qui me paraît important et que beaucoup de gens oublient. C'est que la création d'une micro-entreprise est totalement gratuite. Alors je dis gratuite, sauf si naturellement vous vous faites accompagner par un agent au sein de votre CCI ou de votre CMA ou encore de votre CFE d'une manière générale. Là, naturellement, si vous vous faites accompagner pour pouvoir remplir votre dossier d'inscription comme micro-entrepreneur, là, c'est un service qui sera payant. Toujours au sein de votre CFE, toujours au sein de ces organismes, CCI, CMA, lorsqu'on vous propose de vous accompagner pour pouvoir remplir votre dossier, demandez toujours, ayez toujours la présence d'esprit de demander si c'est gratuit ou si c'est payant. Et si c'est payant, vous demandez le tarif de manière à pouvoir éviter les mauvaises surprises. Une fois votre dossier rempli, on va, la plupart du temps, vous faire payer, vous demander, par exemple, 80 €. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors, deuxième chose, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous allez vous immatriculer, vous allez avoir donc un numéro SIREN, un numéro SIRET, et éventuellement un numéro de RC, c'est-à-dire du registre du commerce, si vous êtes micro-entrepreneur avec une activité commerciale, parce que c'est une obligation légale. Donc ce qui se passe, c'est que d'emblée, que ce soit le SIRET, le SIREN, ou encore le numéro de RC, registre du commerce, ces numéros sont publics. Quand je dis public, ce sont des numéros d'identification destinés aussi à informer les tiers sur votre activité. Donc derrière, il y a des registres. Ces registres sont accessibles à tout le monde, puisqu'ils sont publics. Et d'ailleurs, lorsque vous vous créez, vous allez avoir un code APE, et naturellement, le SIRET va être délivré par l'INSEE, qui tout simplement collecte un certain nombre d'informations pour pouvoir établir des statistiques nationales. Il faut savoir aussi que l'INSEE loue des fichiers. Il faut savoir aussi que, par exemple, les chambres des commerces et d'industrie louent également des fichiers. Alors c'est pas des fichiers confidentiels, mais simplement par exemple la liste au sein d'une CCI. Quelle que soit la ville où se situe la CCI, vous pouvez tout simplement louer le fichier de tous les derniers créateurs d'entreprises. C'est comme ça que ces sociétés vont vous démarcher, c'est comme ça qu'elles vont rentrer en contact avec vous. Donc le démarchage commercial, c'est la première technique qu'utilisent ces sociétés. Donc ce qui se passe, c'est que c'est un mode opératoire qui est connu, la plupart du temps, elles vont vous envoyer par exemple une facture soi-disant urgente à régler, ou encore un courrier qui vous semble officiel, un courrier qui semble vraiment provenir d'un organisme d'État, et qui va vous demander tout simplement de payer pour un service. Donc, ces courriers ne sont pas expédiés par l'administration, quel qu'il soit, vous l'avez deviné, elles sont ils sont expédiés par ces entreprises commerciales aux méthodes trompeuses, et souvent, et c'est tout le problème, c'est que vous recevez ces courriers durant le laps de temps où vous attendez votre numéro de sirène avec impatience et votre numéro de SIRET avec impatience. Et donc, comme vous recevez ces courriers dans cet intervalle de temps, ce qui se passe, c'est que en plus, comme ça, ils vous paraissent vraiment légaux et avec un caractère plus ou moins obligatoire, vous tombez dans le panneau, et c'est comme ça que vous allez être amené à payer des choses que vous n'avez absolument pas à payer. En plus, souvent, ces courriers, ils imitent vraiment d'une manière quasiment parfaite les demandes officielles, avec des chartes graphiques, des détournements de logos, avec des acronymes d'administration. Donc on a des libellés d'organismes qui se rapprochent vraiment d'organismes officiels. Et donc forcément ça impressionne, et c'est fait pour, c'est conçu pour. Et donc c'est en ce sens que ça devient trompeur. Donc dans les cas d'école, on a par exemple les entreprises commerciales avec les logos registre officiel,
Vous avez par exemple le libellé donc Info Cabis, ou encore Air Sirette, ou encore Répertoire Sirène, ou encore Répertoire des entreprises et indépendants, ou encore Info Sirène. Vous voyez, on est vraiment dans une sémantique qui fait vraiment officiel. Et comme vous attendez votre numéro de sirène et votre numéro de sirette, eh bien vous tombez dans le panneau. Alors je vais vous montrer là tout de suite des exemples qui sont référencés. Mais avant de vous montrer ces exemples, il y a une chose importante que je voulais vous dire, c'est que parallèlement à tout ça, à cet aspect officiel des courriers que vous pouvez recevoir, il faut savoir aussi que souvent les montants demandés sont soit moyennement élevés, ou en tout cas ils sont crédibles au regard de l'organisme qui vous les envoie. Souvent c'est de l'ordre entre on va dire 150 à 380 €. Donc c'est pas non plus, enfin c'est une somme vous allez me dire quand on démarre, mais c'est pas non plus des sommes excessives. C'est pas 2000, 3000 € qui tout de suite pourraient éveiller des soupçons. Non, on est sur des sommes entre 180 et 380 €. Donc ça apparaît crédible. Et donc c'est ce qui fait que vous avez beaucoup de gens, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de créateurs d'entreprises qui lèvent la garde et puis qui tombent dans le panneau. Donc faut toujours avoir à l'esprit que vous n'avez à payer aucune somme d'argent en micro-entreprise tant que vous n'avez pas encore réalisé de chiffre d'affaires. D'accord ? Ça c'est vraiment la base. Donc c'est votre chiffre d'affaires qui va conditionner le montant de vos cotisations sociales. Et la plupart du temps, le versement de ces cotisations sociales se font par échéance soit mensuelle, soit trimestrielle. Un exemple de modèle de lettre que vous allez recevoir, que vous risquez de recevoir après votre création en tant que micro-entrepreneur, le répertoire national des entreprises. Alors ça date de 2012, mais c'est encore d'actualité. De toute façon, c'est toujours le même principe, que ce soit cette boîte-là ou que ce en soit une autre, ce sera toujours le même principe. D'accord ? Alors, un autre cas d'école, Info Sirette, classique, vous êtes en période d'attente de votre numéro Sirette, vous recevez ça. Bon bah voilà, il y en a certains qui tombent dans le panneau. D'accord ? Autre exemple, le registre APE. Alors là, ils sont gonflés. Là, c'est l'annuaire professionnel des entreprises, donc avec le sigle APE que vous connaissez, puisque c'est l'élément, je dirais, de classification de l'INSEE, d'accord ? Donc vous avez au moins une fois entendu parler d'APE. Vous recevez un courrier avec donc annuaire professionnel des entreprises. Voilà, on vous réclame par chèque. Donc déjà c'est bizarre, c'est surprenant. Par chèque 234 €. Bah voilà, il y a beaucoup de gens encore qui tombent dans le panneau. Autre exemple, Inforegistre. Alors celui-là il est bien aussi. Vous avez vu l'aspect, ça donne vraiment l'aspect d'un document, d'un formulaire CERFA, donc normé de l'administration. Ça donne vraiment cette apparence-là. Inforegistre. Bah là encore c'est pareil. On se dit que c'est un document officiel. Et donc il y a encore beaucoup de micro-entrepreneurs qui vont tomber dans le panneau où là c'est simplement un registre, en fait c'est bidon, simplement quand vous recevez ça, bien c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant et donc vous êtes amené à vous laisser embobiner et à payer. Allez, un autre exemple, il est bien celui-là aussi. Registre des créations. Vous voyez, vous avez vraiment un aspect vraiment administratif. C'est le genre de documents, de lettres que vous recevez souvent des organismes officiels. Donc avec la petite carte de France pour donner l'aspect officiel, registre des créations, ça fait vraiment sérieux, renseignements nécessaires à l'enregistrement de votre entreprise. Renseignements nécessaires. Ils n'ont pas mis obligatoire, ils ont mis nécessaire. N'empêche que lorsque, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, on joue vraiment sur des éléments, je dirais visuels et on joue vraiment sur la sémantique. Donc là, c'est pas obligatoire, c'est nécessaire. L'aspect obligatoire aurait sans doute permis de mettre en évidence un délit caractérisé et donc une condamnation. Là, ils vont, à mon avis, ils passent à travers les mailles du filet grâce à ça. N'empêche que vous n'avez pas à remplir ça, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Allez, un autre exemple. Ah, il est bien celui-ci. Moi, je l'aime bien celui-ci. Vous avez vu? Alors ça, c'est vraiment l'arnaque typique. Vous avez donc le logo donc bleu, blanc, rouge
là encore qui fait très officiel, hein, avec service entreprise intra-communautaire, ça impressionne. Vous avez alors une adresse qui est totalement pipeau, hein, puisque là vous avez une boîte postale, vous n'avez même pas de nom de rue, etc. Et puis on vous réclame, donc là c'est combien là? C'est 390 €, rien que ça. Et puis ce qui est très intéressant là, c'est tout le blabla là avec les références juridiques. Ah ça c'est pareil, c'est très très bon. En vertu de l'article 256, machin truc, du Code général des impôts, bah oui bien sûr. Et donc quand vous recevez ça, bah c'est vrai que ça impressionne tout de suite. Et là encore, eh bien on est bien parti pour tomber dans le panneau. Autre exemple, ah il est bien aussi celui-là, enregistrement intracommunautaire. Alors là vous avez le petit logo là de l'Union européenne, et puis vous avez là encore un document qui imite les documents CERFA de l'administration. Et puis vous avez ici le montant, voilà, 450 ou 425 €. Et puis naturellement, vous avez, alors là ils ont poussé le comble vraiment du truc jusqu'à mettre les coordonnées bancaires où il faut faire le virement. Ils sont vraiment pas mal, hein, là ils sont bons les escrocs, il y a pas à dire. Là encore, eh bien quand vous êtes mal informé, en tout cas pas suffisamment informé et que vous débutez, eh bien vous pouvez tomber assez facilement dans le panneau, et je le comprends, hein. Allez, un autre, je m'en lasse pas. Le formulaire d'enregistrement au registre SIRET des entreprises. Ah, celui-là, il est bien aussi, avec vraiment. Donc là, vous avez donc le code OCR qui fait vraiment là encore élément officiel. Vous avez donc un logo qui se rapproche de ceux des établissements donc d'État. Et puis vous avez tout le blabla derrière, et puis l'aspect graphique, document officiel. Et là, on vous réclame encore donc 211, 162 €. Vous n'avez absolument pas à payer ça. C'est là encore, c'est une arnaque. Mais vous voyez, c'est vraiment bien fait. Autre exemple, journal légal. Ah, il est bien aussi celui-là. Vous avez un logo qui se rapproche de ce qu'on pourrait trouver, un logo de greffe du tribunal de commerce, ou de vraiment de logo officiel lié à la justice. Donc ça fait peur tout de suite. Vous avez alors un document qui est sur le plan graphique pas très forcément sophistiqué, mais par contre vous avez en arrière-plan le logo journal légal qui est un peu dans la mouvance des extraits cabis, hein, que vous avez du greffe du tribunal de commerce. Donc là encore, eh bien quand on n'est pas averti, eh bien on tombe assez facilement dans le panneau, quoi. Un autre exemple, alors là celui-ci il est intervenu en 2019, il est beaucoup plus récent. Identification légale, avec le petit R ici, copyright, hein, pour vraiment signifier que c'est quelque chose de vraiment sérieux, d'une marque déposée, un truc comme ça, quoi. Avec là encore un aspect administratif classique, formulaire. Identification légale, service inscription. Alors par contre, là tout de suite les choses repérables, c'est que vous avez une boîte postale, vous n'avez pas d'adresse, de rue, etc. Et puis on vous demande un paiement par chèque. Déjà c'est très surprenant, et sous 8 jours, hein. Généralement il faut savoir que les délais d'administration, c'est la plupart du temps c'est 30 jours. Alors ça peut parfois être 15 jours, mais la plupart du temps c'est 30 jours. D'accord? Donc là 8 jours ils ont fait un peu fort les loustiques là, hein. 8 jours ils sont un peu pressés, mais on les comprend, hein. Donc là encore, vous n'avez pas à payer ça. Allez, autre exemple dans la version 2019 des arnaques. Donc là on a ces sirènes, donc ça reprend les identifiants dont on a forcément entendu parler quand on est porteur de projet. Et là on est dans le délit caractérisé, puisque le document s'intitule finalisation de votre enregistrement au registre sirène. Et ce qui sous-entend que pour quelqu'un qui donc a fait une démarche de création de micro-entreprise, si on n'accède pas à la requête de ce formulaire, eh bien on peut considérer que on ne sera pas enregistré. Donc forcément, les gens ont tendance à répondre à ça, à s'inquiéter et à tomber dans le panneau. Donc là, on est dans le délit parce que finalisation de votre enregistrement, aucun organisme commercial n'est accrédité par l'État pour faire ce type de choses. Il n'y a que les établissements publics, donc c'est-à-dire les CFE qui sont autorisés par l'État à pouvoir enregistrer votre création.
Donc là, on est vraiment dans le délit, et ce qu'il faut tout de suite, là encore, éveiller vos soupçons, c'est que le délai, il est très court, 8 jours. Enfin, c'est du gros n'importe quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, minimum, les délais, c'est 30 jours, lorsque vous avez des choses à payer avec l'administration. Donc, surtout, ne pas payer. Autre modèle, toujours le même principe, le logo qui va bien, qui impressionne, qui nous fait penser que ça vient d'un document, enfin d'un document qui nous parvient d'un organisme officiel, genre tribunal de commerce, enfin bref, un organisme d'État. Ça se présente avec, comme ça se présente toujours, hein, de manière très officielle. Et donc là, en plus, on vous rajoute quelque chose pour vraiment vous impressionner, vous faire peur. Tout retard de paiement du service entraîne la suppression de plein droit de votre société, de nos registres. Et en plus de ça, pour couronner le tout, vous avez ici une adresse, là encore qui ressemble à une adresse classique d'établissement public, hein, centre de paiement, cité de l'entreprise, bâtiment, comme souvent c'est le cas avec les impôts ou l'URSSAF. Voyez, donc vraiment tout est fait pour se faire passer pour une lettre officielle. Et donc là, vous avez un appel à l'action qui est quand même très anxiogène, et donc forcément, eh bien, ça met la trouille aux créateurs d'entreprises, et donc ils sont tentés tout simplement de faire le chèque qui va bien. Donc vous recevez ça, c'est directement classement vertical, c'est-à-dire la corbeille à papier. Bon pour le recyclage. Alors celui-ci, je l'aime bien aussi parce que c'est vraiment le truc classique, l'indexation des entreprises à la taxe sur la valeur ajoutée. Alors déjà, de toute façon, quand vous êtes micro-entrepreneur, et que vous venez de vous lancer, vous pouvez pas être concerné par ça, puisque de toute façon, vous n'êtes pas soumis à TVA. Ensuite, vous avez ici l'adresse caractéristique, là encore, vous savez, pour les impôts ou autres, centre TSA, Tour Europe, voilà, donc ça c'est un grand classique des documents administratifs. Ça reprend d'ailleurs vraiment le visuel des formulaires de déclaration de TVA, avec la date d'échéance ici. Vous avez donc un certain nombre d'informations ici, qui reprennent en fait les standards, hein, des CERFA. Et puis vous avez les périodes, les dates d'exigibilité, tout ça, 295 €, ben oui, bien sûr. Et puis voilà, vous avez donc un document vraiment là encore qui apparaît officiel, et donc les gens vont tomber dans le panneau. Donc, ce qu'il faut retenir de ce que je viens de vous montrer, si on fait un petit peu une synthèse de tout ça, c'est que parmi les arnaques les plus courantes, eh bien, figurent les faux courriers avec un logo d'organisme officiel, enfin de prétendument officiel, mais en tout cas des logos qui se rapprochent d'organismes officiels de façon de vous mettre en confiance. Mais également pour vous placer en situation psychologique de pression. Et comme vous êtes jeune entrepreneur, comme vous venez de vous lancer, eh bien vous n'êtes pas encore aguerri, et donc forcément vous vous laissez impressionner, et donc à partir de là, pour être sûr de finaliser votre enregistrement, eh bien vous êtes amené tout simplement à baisser la garde, et malheureusement à tomber dans le piège que ces organismes que ces entreprises commerciales peu scrupuleuses ou que de véritables escrocs vous ont tendu. Donc tout ceci, ce sont de faux services payants pour l'inscription classiquement au registre, par exemple, des micro-entrepreneurs ou au registre des sociétés. Donc la plupart du temps, eh bien l'envoi de courrier, alors c'est un envoi de courrier papier qui fait partie donc des méthodes les plus employées par les arnaqueurs, pour tout simplement vous demander des paiements. C'est le cas notamment, et ça a été le cas notamment en 2019, du faux courrier URSSAF, qui a fait partie des arnaques les plus courantes. En fait, l'opération consiste tout simplement à vous envoyer un document à remplir par vos soins, qui mentionne un certain montant à régler pour un service spécifique. Et donc, forcément, quand on reçoit ça prétendument de l'URSSAF, ça fait peur, ça impressionne, et donc on tombe dans le piège. Et comme ça, une escroquerie par exemple au mois d'octobre 2019 qui a circulé dans la région des Pays de Loire. Il s'agissait d'un courrier de l'URSSAF qui vraiment était vraiment une copie conforme
du type de courrier qu'on reçoit de l'URSSAF avec le logo de l'URSSAF. Enfin vraiment, c'était plus vrai que nature. Et donc c'est un courrier qui semblait officiel, qui était donc daté et qui portait l'entête de l'URSSAF, et ce courrier avisait donc d'un contrôle. D'accord. Donc le texte indiquait tout simplement aux destinataires qu'ils étaient suspectés de travail dissimulé après avoir employé une aide à domicile, et que ces personnes et que vous étiez pas acquittés des formalités réglementaires. Et donc pour vérifier tout simplement leur situation, les contribuables étaient donc invités à envoyer par mail une copie tout simplement de leur avis d'imposition. Donc là encore, naturellement, c'était une arnaque. Alors par contre là, au niveau, alors j'ai pas la lettre sous les yeux là, mais c'est vrai que elle était vraiment criante de vérité. Par contre, il y avait un certain nombre d'anomalies. Il y avait donc déjà la première chose qu'il faut bien regarder, c'est les éventuelles fautes d'orthographe. Souvent, il y a soit des problèmes, il y a des problèmes de caractère selon le pays dans lequel c'est fabriqué, notamment si ça vient des pays de l'Est. Eh bien, on va avoir des caractères qui vont être parfois différents des nôtres. Alors, c'est pas sur toute une phrase, mais ça va être quelques caractères qui sont un petit peu passés et qui sont passés un petit peu à l'as, et donc forcément on peut le repérer. Donc faut regarder s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des caractères, les fautes d'orthographe. Souvent on a une mise en page qui présente des défauts, alors que sur les documents officiels la mise en page naturellement elle est parfaite. Vous avez aussi parfois l'utilisation de termes qui sont inadéquats, en tout cas qui font pas partie d'une sémantique administrative classique. Donc quand on est habitué, c'est vrai, à lire des documents administratifs, forcément on a un automatisme, mais que l'on n'a pas quand c'est pas le cas et quand on est débutant. Et puis vous allez aussi avoir, et ça c'est des indices, vous allez avoir l'absence de certaines mentions comme un numéro de téléphone, une adresse classique répertoriée, que l'on peut vérifier par exemple sur Google Maps. Pour continuer à résumer ce que l'on vient de voir ensemble à travers les différents exemples visuels que je vous ai donnés, vous avez également les faux courriers donc pour l'inscription au registre des auto-entrepreneurs, alors que je le rappelle pour la énième fois, tout est absolument gratuit lorsque vous vous inscrivez comme micro-entrepreneur. Et alors ça c'est une escroquerie qui est assez classique quand on vient de s'immatriculer comme micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. L'escroquerie consiste tout simplement à vous demander le paiement d'une somme d'argent par virement bancaire, avec en plus une échéance à respecter pour tout simplement votre inscription au SIRET et au SIREN. Vous avez donc tout ce qui relève des formulaires frauduleux, donc d'indexation des micro-entreprises à la TVA. Déjà ça n'a pas de sens, puisque au départ, lorsque vous vous lancez, vous n'êtes pas soumis à TVA, puisque vous venez de vous lancer, donc vous n'allez pas d'emblée le premier jour dépasser les plafonds. Donc ça n'a absolument aucun sens. La plupart du temps, d'ailleurs, si vous regardez attentivement le contenu du courrier, il est mentionné qu'il s'agit d'une offre facultative. Et donc forcément c'est totalement frauduleux. Vous avez également les faux courriers APE, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc APE qui est donc ils reprennent là je dirais le sigle du code APE qui en fait partie de la nomenclature INSEE, donc qui est attribuée par l'INSEE pour classifier la nature et répertorier la nature de votre activité à des fins statistiques. Donc là, ils utilisent le sigle, on l'a vu tout à l'heure, hein, parmi les faux courriers. Vous avez aussi donc tout ce qui relève des formulaires d'inscription au service d'identification légale. Donc vous n'avez absolument rien à payer pour ça. Vous avez également tous les faux services payants pour les démarches administratives, hein, alors même qu'elles sont totalement gratuites. Vous avez également des sites payants dédiés aux auto-entrepreneurs, donc il faut se méfier des portails en ligne qui sont suspects. Alors il faut savoir qu'il y a des CFE qui sont donc directement à votre disposition et qui sont spécialement mis en place par l'État pour pouvoir
eh bien enregistrer votre micro-entreprise, comme par exemple le site web de l'URSSAF pour les micro-entrepreneurs. Donc vous faites pas avoir. Alors maintenant vous avez aussi des portails qui offrent une prestation de service, mais là on n'est pas dans la même logique du tout, puisque là les choses sont claires. Ce sont des sites, des portails commerciaux avec des tarifs qui sont clairement affichés et les prestations de services proposées clairement présentées. Donc faut pas confondre ces sites-là qui sont des sites e-commerce, hein, qui vont vous vendre une prestation qui est donc une prestation qui consiste à faire les démarches à votre place, parce que soit vous n'avez pas le temps, soit vous avez peur de vous tromper dans votre déclaration. Donc vous allez bien acheter leur prestation qui consiste donc à une démarche donc purement qui est effectuée par des formalistes, hein. Donc une démarche purement administrative qu'on va vous faire payer avec éventuellement un an d'accompagnement, pas un an, mais généralement c'est un mois d'accompagnement supplémentaire, éventuellement si vous avez des soucis pour votre enregistrement. Mais là il s'agit de sites internet tout à fait légaux, avec des mentions légales, de numéros de RCS que vous pouvez vérifier. Bon, là c'est pas de l'arnaque, c'est simplement une offre commerciale. Donc faut pas confondre ça avec des courriers qui sont faussement officiels, qui là véritablement sont des arnaques, parce que derrière il y a un délit caractérisé. Faut pas tout mélanger, et c'est là, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. Il y a une très bonne méthode aussi lorsque vous recevez un courrier comme ça, c'est tout simplement de mettre avis. Vous faites une recherche sur Google, vous allez sur Google, vous tapez avis et vous mettez donc le nom de la structure qui donc vous réclame un paiement. Et là vous allez forcément trouver sur internet des gens qui ont reçu déjà ce courrier, et donc vous allez très vite savoir à travers les avis si c'est une arnaque ou pas. Alors autre technique aussi utilisée par les escrocs, on n'en a pas parlé là et j'ai pas vraiment de modèle à vous donner parce que je les garde pas forcément, je devrais d'ailleurs, mais je crois que d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant pour pouvoir là encore faire évoluer le livre l'e-book que je suis en train de préparer là-dessus. On n'a pas évoqué tout ce qui relevait du phishing, ce qu'on appelle le hameçonnage, où là vous allez recevoir des emails qui vont vous demander vos identifiants de connexion à un site officiel, ou qui vont carrément vous demander vos coordonnées bancaires. Donc là encore, je veux dire, faut pas être naïf, franchement. Vous avez déjà vu les impôts, vous avez déjà vu l'URSSAF, vous avez déjà vu l'État vous demander par mail le numéro de votre compte bancaire, ou jamais l'État ne fait ça, jamais l'administration ne fait ça. Donc vous devez avoir automatiquement cette réaction qui consiste à vous dire mais attends, ça c'est pas possible, ça doit être une arnaque d'emblée. Donc ça le phishing, le hameçonnage avec les emails, ça fait partie vraiment des méthodes qui sont couramment utilisées par les escrocs ou par les entreprises qui souhaitent tout simplement vous envoyer une offre commerciale et vous forcer la main pour acheter tout simplement acheter des services dont vous n'avez pas besoin et dont vous ne voulez pas. De la même manière, vous avez de plus en plus également d'escrocs qui vont faire des appels téléphoniques, donc ça c'est un grand classique, ou alors qui vont également vous contacter par SMS. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire attention aux informations que vous mettez sur les plateformes sociales, notamment sur Facebook. Il faut vraiment être très précautionneux par rapport à ça. Il y a un principe de base, contrôlez votre identité numérique. Donc principe de base, mettez pas votre adresse personnelle sur les plateformes sociales. Là encore, faut quand même au bout d'un moment, faut quand même faire preuve de discernement. En fait, faut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon vous donnez vraiment le bâton aux escrocs pour vous faire battre, vous comprenez? Mais bon, là encore, tout le monde n'a pas cette réaction automatique, donc ne soyez pas naïfs. D'une manière générale, faut toujours retenir que l'administration ne rentrera jamais en contact avec vous directement par SMS, par email. On vous enverra toujours un document officiel. Et lorsque vous avez un doute, il faut contacter directement votre administration. Vous avez sur les lettres que vous recevez de l'État,
vous avez toujours des références à rappeler, vous avez toujours des identifiants, donc vous les appelez et vous vérifiez la véracité tout simplement de la demande que l'on vous envoie. Mais bon, de toute façon, lorsqu'il y a un contrôle ou une demande officielle d'un organisme d'État, c'est fait la plupart du temps, lorsque c'est vraiment sérieux, qu'il y a des implications juridiques, c'est fait en lettres recommandées avec AR. Pour des raisons tout simplement de procédure, parce que si l'État, les services de l'État respectent pas certaines procédures, eh bien, quand il y a un contrôle, ces derniers sont tout simplement démontés par les avocats et donc en fait, l'État ne peut pas exercer son contrôle et quand elle veut sanctionner, elle ne pourra pas le faire parce qu'il y a tout simplement des vices de forme et les avocats, c'est là-dessus qu'ils travaillent pour pouvoir plaider et obtenir gain de cause lorsqu'il y a un différend avec un organisme d'État. Donc, sachez toujours que l'administration fait les choses correctement, dans l'ordre, de manière tout à fait officielle. Alors maintenant, je vous le concède, c'est vrai, c'est pas toujours évident de repérer les arnaques. C'est vrai que, bon, moi, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 15 ans, donc j'ai vu passer tout un tas de courriers, de trucs, bon, et puis forcément, à travers mon réseau, eh bien, on me donne un certain nombre d'informations. Donc pour moi, c'est facile et c'est évident, mais je comprends très bien que pour quelqu'un qui démarre, c'est loin d'être le cas. Alors, vous avez quand même un certain nombre d'indices que vous devez absolument avoir en tête. Et c'est d'ailleurs, alors tout ce que je vous dis là, je vais le synthétiser dans l'e-book que je vais mettre donc à terme à votre disposition de façon que ce soit bien clair. Mais vous avez un certain nombre, là encore, de choses à avoir en tête pour pouvoir repérer, pour pouvoir reconnaître une arnaque. Et donc pour reconnaître une tentative d'arnaque, il va falloir que votre regard, que votre attention se focalise sur un certain nombre de choses qui sont importantes. Alors se focaliser sur certains aspects des documents que vous allez recevoir, qui sont des documents frauduleux, en essayant également de décrypter tout simplement leur contenu. Donc, outre le fait que vous devez absolument bien vous mettre en tête que les formalités aujourd'hui qui relèvent de la création d'une micro-entreprise se font maintenant uniquement sur Internet, ça entraîne par voie de conséquence le fait que vous n'avez aucun document par courrier à recevoir et donc à remplir. Ça, c'est clair. Les formalités aujourd'hui de création d'entreprise se font par le biais du web. Déjà d'emblée, si on vous envoie un courrier avec des formulaires qu'il faut remplir, c'est que probablement il s'agit d'une tentative d'arnaque. Donc il faut focaliser votre esprit au niveau de l'aspect du contenu des documents que vous recevez. Par exemple, votre document ne va pas comporter le logo d'un organisme officiel, étatique, connu, d'accord ? Le document va contenir une mention d'obligation de payer, mais qui ne va pas être encadré par un article de loi. Vous avez aucune référence. Alors c'est pas suffisant parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans les exemples que je vous ai donnés. Vous avez des petits malins qui mettent quand même des références juridiques. Alors parfois qui sont bidons, mais parfois qui ne sont pas bidons. Donc c'est vraiment très très bien fait. On a vraiment affaire souvent à des professionnels de l'escroquerie, quoi. Donc, mais ça fait partie là encore, je dirais des indices. Vous avez également, vous allez avoir des documents qui vont être de qualité médiocre et qui vont dans l'aspect, on va dire dans les phrases, dans l'aspect purement sémantique, eh bien c'est mal tourné, c'est mal ficelé, donc ça fait penser un petit peu, vous savez, comme à des traductions automatiques en ligne, à les traductions Google parfois, d'accord? Donc quand c'est pas, je dirais, du français administratif classique, ça doit éveiller quand même votre soupçon. Ensuite, vous allez aussi avoir une offre, par exemple, dans le courrier que vous recevez, qui est à caractère obligatoire. Bon, là, c'est pareil, ça doit éveiller des soupçons. Et puis souvent, d'ailleurs, quand vous lisez attentivement donc la sémantique de ces courriers, eh bien, vous avez des mentions entre guillemets qui vont indiquer, par exemple, offre commerciale facultative. Bon, bah là, c'est
c'est clair et net, c'est classement vertical. Encore, votre document, votre courrier, il va contenir par exemple une partie, vous savez, avec un renvoi conditions générales de vente. Bon, là, ça veut dire que c'est une offre commerciale. Vous allez jamais trouver ce type de choses sur une lettre de l'administration, conditions générales de vente. Enfin, c'est du gros n'importe quoi sur comment une lettre d'un service de l'État. Donc là encore, ça doit éveiller chez vous un soupçon. Il veut également sur certains courriers que, au niveau des mentions légales, vous savez que dans les mentions légales, on fait toujours référence au tribunal compétent en cas de litige. Eh bien là, en l'occurrence, dans les lettres que vous allez recevoir, vous pouvez avoir un tribunal compétent qui n'est pas donc domicilié en France en cas de litige. Là, d'emblée, c'est pareil, c'est poubelle. Puis lorsque vous avez en en-tête ou dans le corps de votre document une phrase avec une sémantique qui fait référence à l'inscription à un annuaire ou l'enregistrement à un service de registre des entreprises, bon, ben là, la plupart du temps, c'est pareil, c'est derrière, vous avez absolument pas l'obligation de le faire, donc on peut considérer que c'est une tentative tout simplement de vous abuser. Donc là c'est pareil, c'est aussi classement vertical. Autre mécanisme également de repérage, c'est dans la raison sociale même de ces entreprises ou pseudo-entreprises qui vous envoient ces courriers. Généralement, elles reprennent des sigles connus pour identifier les micro-entrepreneurs, identifier les sociétés, que ce soit SARL ou autres, des sigles également connus pour servir à classifier les entreprises par nature d'activité, des sigles tout simplement de l'INSEE, d'accord ? Donc à partir de là, ça doit éveiller vos soupçons. Lorsque vous avez par exemple des raisons sociales d'organismes qui s'intitulent répertoire sirène, ou encore registre officiel, ou infocabis, répertoire national des entreprises, ou registre des entreprises et des indépendants, ou encore les affiches légales. Là, ça doit vraiment éveiller vos soupçons et vous devez absolument avoir l'automatisme de vous dire eh bien, c'est encore des entreprises commerciales qui veulent me vendre des choses dont j'ai pas besoin. Et puis enfin, élément très important aussi, il faut vous méfier d'un vocabulaire alarmiste, pressant, agressif, qui veut vraiment vous pousser à l'action, hein. Donc là, en l'occurrence, ces entreprises, eh bien, elles veulent jouer sur la peur, elles ont des méthodes anxiogènes, elles veulent jouer sur le côté impératif, urgent, voire même obligatoire de leur courrier pour vous pousser à l'action et vous pousser à faire le chèque en évitant de réfléchir trop longtemps. Le cas typique, par exemple, vous allez avoir des libellés avec si vous ne payez pas avant cette date, votre facture sera majorée. D'emblée, c'est anxiogène. Vous allez avoir des libellés du type renseignement indispensable à la parution de votre activité au registre machin truc. Là, c'est pareil. C'est vraiment on vous presse. Vous allez typiquement avoir un libellé du type si vous ne payez pas sous 8 jours, votre entreprise sera radiée de nos fichiers. Cette bonne blague. Donc là, c'est pareil, c'est anxiogène. Il faut savoir, et je le répète, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'administration, la plupart du temps, vous donne un délai de 30 jours. Et c'est minimum. Même pour envoyer aujourd'hui votre fiche d'information CFE, donc aux impôts, lorsque vous vous créez en tant que micro-entrepreneur, et la première lettre que vous allez recevoir, c'est celle des impôts, qui est une lettre de bienvenue, et dedans, vous avez donc une feuille, une fiche à remplir, pour tout simplement une fiche d'information, hein, c'est une fiche d'information des impôts où vous allez devoir donc fournir un certain nombre d'informations. Eh bien même les impôts vous accordent un délai de 30 jours pour répondre à cette lettre. Auparavant, c'était 15 jours. Aujourd'hui, c'est 30 jours, d'accord ? C'est 30 jours. Donc la plupart du temps, faut s'aligner là-dessus. L'administration, quand c'est un courrier officiel, vous avez 30 jours pour répondre. Vous pouvez pas avoir que 8 jours. L'administration, l'État va pas vous mettre le couteau sous la gorge, va pas vous mettre le pistolet sur la tempe pour pouvoir remplir un formulaire ou remplir une fiche d'information. D'accord ? Alors comment faire pour éviter les pièges ? Il faut commencer naturellement par bien s'informer
sur son statut de micro-entrepreneur si vous voulez lancer votre micro-entreprise. Il faut pas y aller les mains dans les poches. Donc aujourd'hui, on a tous accès à Internet qui est une vaste bibliothèque universelle et internationale. Alors, c'est vrai que trop d'infos finit par tuer l'info, mais bon, il faut vous renseigner et puis surtout, il faut recouper les informations parce que sur Internet, on trouve sur un sujet, on trouve tout et son contraire. On est bien d'accord. Et surtout en matière de création d'entreprise où on a quand même beaucoup d'infos contradictoires. Enfin, c'est ce que me disent la très grande majorité des membres sur le groupe Facebook, c'est que ils viennent justement s'inscrire sur le groupe et ils viennent me contacter par le biais de Messenger. Ils ont des questions souvent très précises parce que les réponses qu'ils trouvent sur Internet sont contradictoires. Donc le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez un site qui analyse mal une loi, eh bien, elle publie un article avec des erreurs. Vous allez avoir d'autres sites qui vont reprendre malheureusement ces contenus avec ces erreurs et qui vont amplifier l'erreur. C'est tout le problème qu'on peut aussi avoir sur Internet. Donc, je le dis et je le répète à longueur de journée sur le groupe à mes différents membres, c'est que l'information, la bonne information, c'est celle que vous trouvez sur les sites officiels, les sites de l'État, impôts.gouv, le site de l'URSSAF. Ça, c'est des sites officiels, l'info y est fiable. Les infos doivent être sourcées avec des renvois aux articles de loi, aux décrets d'application, etc., etc. Donc, vos premières sources d'information sont les sites officiels de l'État, pas les blogs. Même les organismes CCI, CMA, des fois il y a des bêtises dessus. Alors rarement le cas parce que ce sont des gens sérieux. Je vais pas leur jeter la pierre naturellement, mais bon, voilà, il y a parfois des bêtises. Ça m'est arrivé d'en voir. Donc les sites officiels de référence, c'est les impôts, c'est l'URSSAF, c'est tous ces sites-là. Ensuite, il faut savoir que la plupart des démarches n'impliquent aucune redevance obligatoire, aucun paiement. Tout ce qui relève de l'ouverture de la micro-entreprise, de l'immatriculation au registre, tout ce qui relève d'une demande de sirène, de sirette ou de demande d'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire, par exemple, tout ça, ce sont des démarches qui sont totalement gratuites. Point barre. Ensuite, pour les micro-entrepreneurs, eh bien, faut savoir que les cotisations sociales ne sont dues qu'à partir du moment où vous avez effectué du chiffre d'affaires, à partir du moment où vous l'avez déclaré. D'accord? Tant que vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Donc, quelqu'un qui vient vous réclamer de l'argent par rapport à ça, d'emblée, c'est une arnaque. Dans la mesure où tout est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires réalisé que vous avez déclaré, comment, alors même que vous n'avez pas démarré votre activité, on peut venir vous demander de vous acquitter de cotisations sociales? C'est un contresens. Ça n'a pas de sens du tout, vous comprenez? Donc là encore, il faut raisonner, il faut réfléchir. Bien vous informer, bien connaître vos droits vous permettra tout simplement d'éviter de tomber dans les pièges des courriers que vous recevez. Et puis vous avez là encore, je vous le rappelle, le groupe Facebook qui est à votre disposition. Donc si vous avez un doute, eh bien vous publiez le courrier que vous avez reçu en cachant naturellement vos coordonnées personnelles, hein, que vous n'avez pas à divulguer sur Internet. Vous publiez le courrier que vous avez reçu sur le groupe et on vous dira tout simplement si c'est une arnaque ou pas. Parce que on est maintenant à plus de 1000 membres sur le groupe. Comprenez bien que sur plus de 1000 personnes, il y a forcément quelqu'un qui a dû recevoir le même courrier que vous. Donc à partir de là, ça va aller très vite et donc on vous dit bah non, vous pouvez mettre à la poubelle, vous pouvez mettre dans le bac jaune de recyclage. Vous n'avez absolument rien à payer. Le groupe sert aussi à ça. Alors maintenant, dernière partie de cette vidéo, quels sont vos recours? Si vous êtes tombé dans le piège qui vous a été tendu et que finalement vous avez payé, quels sont vos recours? Bon, eh bien première chose qu'il faut faire, c'est contacter directement votre banque pour faire opposition au virement ou au chèque. Première chose. Deuxième chose, il faut saisir immédiatement la DDCCRF, c'est-à-dire la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
vous avez un numéro spécial anti-escroquerie au prix d'un appel local. Alors c'est le 0811 02 02 17. Je répète, 0811 02 02 17. Et puis vous pouvez passer également par le site internet de l'État qui est donc économie.gouv.fr. Alors, une fois que ceci est fait, ce qu'il faut faire, c'est ensuite porter plainte. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien, parce qu'au final, ça tourne à rien. Mais si, il faut porter plainte, parce que à partir du moment qu'il y a un dépôt de plainte, et qu'il y a un délit caractérisé, il y a une enquête qui va être ouverte. Et là, c'est directement toute la machinerie juridique qui va se mettre en place. Et il va y avoir donc une enquête qui va être menée, je dirais le procureur de la République va être saisi, il y aura un juge sans doute qui sera désigné. Enfin, c'est toute la machine juridique qui va se mettre en branle, et c'est important parce que derrière, c'est comme ça qu'on arrive à attraper les escrocs, et ça permettra d'éviter que d'autres micro-entrepreneurs se fassent plumer. Il faut savoir que la saisine de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ça vous empêche pas de porter plainte auprès des autorités policières, d'accord? Ça, c'est deux choses séparées. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement, lorsque l'entreprise est connue, une entreprise commerciale qui est habituée à vouloir vous inscrire à des registres, eh bien cette entreprise, ce qu'il faut faire, c'est qu'elle a des conditions générales. Alors vous allez me dire, quand c'est des escrocs purs et simples, ça va pas avoir beaucoup de conséquences. Mais des fois, vous avez des entreprises commerciales qui sont derrière tout ça, et qui sont dûment immatriculées, qui n'ont pas été condamnées parce qu'elles sont sur la ligne de crête juridique et qu'elles tombent pas encore dans le délit. Elles ont simplement des méthodes commerciales qui sont agressives. Et ça, on peut pas leur reprocher à partir du moment où elles n'ont pas, elles ne se font pas, elles sont pas à la source d'un délit. On peut sanctionner les gens ou les entreprises qu'à partir du moment où il y a un délit caractérisé. Quand le délit n'est pas caractérisé, simplement elles sont des gens qui s'entourent de juristes pour faire en sorte de ne pas passer la frontière et de rentrer dans l'illégalité. Donc elles ont des conditions générales, donc il suffit de les appliquer tout simplement, et donc au niveau de leurs conditions générales, eh bien vous pouvez avoir un délai de rétractation. Et puis basé par exemple sur la base des articles, alors c'est l'article 313.1 du code pénal. Vous allez aussi avoir les articles L111.2, les articles L121.1 par exemple du code de la consommation. Et puis voilà, donc à partir du moment où vous leur envoyez une lettre recommandée en citant ces références juridiques, alors je vous mettrai tout ça dans le livre que je vais publier sur le groupe Facebook. Et donc sur la base de ces références juridiques, vous leur envoyez une lettre recommandée. Et donc la plupart du temps, sont quand même des menaces qui fonctionnent, parce que ces entreprises-là, elles n'ont pas forcément envie d'être condamnées, parce que derrière, ça va faire jurisprudence, et puis elles n'ont pas envie de se retrouver non plus avec une ribambelle, je dirais, de procès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, voilà, ça peut être un moyen de pression, même s'il reste partiel. Vous pouvez aussi saisir tout simplement la justice, c'est-à-dire assigner ces gens, en référer selon le montant du préjudice, et vous pouvez pour ça vous faire accompagner par un avocat pour tout simplement contester le contrat ainsi que sa validité, et puis d'attaquer donc ces entreprises sur la base d'une erreur de consentement au titre de l'article je crois que c'est l'article 1109 du Code civil, pour publicité trompeuse ou encore escroquerie selon votre situation au titre du Code de la consommation. Ouais, vous voyez, donc il y a des choses à faire. Et puis après, il y a une autre chose aussi, alors ça c'est pour récupérer vos sous, mais il y a également une autre chose qui est importante à faire, c'est d'informer les médias et les associations de consommateurs, les organismes aussi professionnels, comme la fédération des micro-entrepreneurs, par exemple, et puis des fédérations d'entrepreneurs qu'il y a en France, pour leur faire part tout simplement de ces arnaques, de façon à ce qu'elles puissent les consigner sur leur site et en informer leurs membres. Ça c'est important, le travail de pédagogie.
c'est ce que l'on fait sur le groupe Facebook, mais vous avez également des fédérations qui sont très efficaces pour pouvoir justement, compte tenu du volume de leurs membres, informer tout le monde, pour éviter tout simplement de se faire piéger. Voilà pour les choses à faire si malheureusement, eh bien, vous vous êtes fait avoir par ces sociétés peu scrupuleuses et par ces courriers que vous recevez dans le cadre de votre création de micro-entreprise, mais également dans le cadre de votre activité par la suite. Alors, dernière petite info également qui est tombée là tout début janvier 2020, vous avez donc un imprimé frauduleux qui a commencé à circuler, qui s'intitule Médiation nationale de la consommation. Alors c'est un imprimé qui en fait vous intime une mise en conformité. Donc il faut savoir que la direction de la consommation et de la répression des fraudes donc a fait passer une note là-dessus qui confirme tout simplement que cette démarche est totalement frauduleuse. Et donc, je vous invite à signaler par mail la répression des fraudes de ce courrier si vous le recevez. Donc, si ce courrier donc vous le recevez avec intitulé, je le rappelle, Médiation nationale de la consommation, c'est une arnaque. Hein. Donc surtout, vous ne payez pas parce que je crois que c'est plus de 280 €, un truc comme ça. Donc vous faites pas avoir. Donc là, je vous renvoie directement au module arnaque micro-entreprise que je vais créer sur le groupe Facebook, où là je vais référencer les dernières escroqueries connues, donc 2019, et puis celles qui commencent à tomber déjà pour 2020, pour vous éviter eh bien un certain nombre de problèmes. Voilà pour cette vidéo, alors un peu plus longue que prévu, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses à voir ensemble. Je pense que cette vidéo est quand même très détaillée, peut-être trop pour certains, mais on peut pas faire une vidéo de moins de 10 minutes sur un sujet aussi important. Vous allez pouvoir retrouver sur le module que je vais créer sur le groupe Facebook, intitulé donc Arnaque micro-entrepreneur. Vous allez pouvoir retrouver la liste des différentes arnaques connues en 2019 et qui commencent à arriver en 2020. Puis d'ici une semaine ou deux maximum, eh bien vous pourrez télécharger le livre numérique, l'e-book, qui sera consacré à toutes les arnaques en micro-entreprise que je vais donc mettre à votre disposition directement sur le groupe. Vous pourrez télécharger ce dernier et naturellement aussi le partager. Voilà les amis pour cette vidéo. Je vous invite à me mettre un énorme like sur cette vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis à venir vous inscrire sur le groupe, à nous retrouver sur le groupe Facebook de l'Atelier des Nouveaux Entrepreneurs. Vous avez le lien dans la description de cette capsule et aussi en fiche info en haut à droite. Merci pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!